chers tous, chères toutes. Ça y est, on a repris le rythme là. Ça fait 5 semaines, on y est. La semaine dernière, ils ont eu Bruno Copin. Et Oui. la semaine prochaine, ils auront Tom Wooda. Et entre, il y a notre invité d'aujourd'hui. Je suis extrêmement content de l'avoir. Et c'est premier degré content parce que ça fait très longtemps que je suis son travail. Je pense que ça doit être dans les 20 premiers magiciens que j'ai vus passer quand j'ai commencé. Et donc, c'est d'autant plus intéressant parce que ça nous permet d'avoir un profil complètement différent de ce qu'on a eu jusque-là. Il est de renommée nationale, internationale, contacté aux États-Unis pour faire plein de choses. Et aujourd'hui, il est sur notre chaîne là. Donc, un tonnerre d'applaudissements chez vous et en silence chez nous pour Mathieu Biche. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien. Moi, c'est mes horaires là, tu vois. Et encore, c'est encore un peu tôt. Mais alors les gens ne savent pas. Donc, nous sommes le 23 mai. Et il est 22 heures. Ouais. On a discuté avec Mathieu avant de commencer, et puis il me disait, mais je préférerais qu'on fasse ça la nuit et tout. Je fais, mais il n'y a aucun problème. Et donc toi, en fait, tu es un hibou, en fait, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Moi, je monte dans mon bureau travailler à partir de minuit. Minuit et demi. Mhm. Et je travaille jusqu'à 6 heures du matin dans mon bureau. Alors quand j'ai une soirée et que je rentre de presta à 1 heure du matin, ça décale, mais toi là j'avais une presta à midi, ce qui est assez rare, mais j'en ai quand même de temps en temps. Mais normalement là je suis monté pour toi dans mon bureau, dans mon antre, mais en général je traîne, je regarde un film, tu vois, je regarde le documentaire, et puis après je monte dans mon bureau à minuit et demi, et là j'ai une plage de travail ouais, jusqu'à 6 heures du matin, après je me couche 6 7 heures, quoique depuis septembre, comme j'ai plus mes enfants à m'occuper le midi, à les récupérer à l'école, vu ils sont grands maintenant, ben je me couche, j'attends qu'ils se lèvent le matin, donc je me couche plutôt sur les 7h30 en ce moment, là, depuis quelques mois. Et je me lève ouais, à 11h30 midi. Voilà. C'est un rythme à choper une fois qu'on a compris son cycle. Mais alors attends, parce qu'on s'aventure déjà dans des choses diverses et variées. Est-ce que pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, on va peut-être commencer par là, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? C'est la tâche un peu, c'est presque la tâche la plus dure de l'interview. Euh, par rapport à mon profil de magicien, tu veux dire, mon CV ou quelque chose que Ah tu mais non mais j'ai c'est plein de ça, manières. Mathieu Biche, 45 ans, tu vois. de la manière dont tu le souhaites. Euh, ouais, passionné de magie, créateur de magie. Moi, j'aime bien le dire, le mot créateur de magie, ça donne vraiment la note, quoique je pense que les magiciens devraient être tous créateurs, mais ça c'est un autre débat. Mais oui, après, ouais, je peux donner mes deux trois trucs dont je suis le plus fier. Effectivement, avoir travaillé de près avec Chris Kenner et Copperfield, ça c'est quand même cool. C'est des gens que j'avais vus à la télé. C'est un peu Euh, dur. ouais, c'est de l'achievement, tu sais, tu coches quand même en tant que magicien, tu coches quand même à la fin, tu fais un petit bilan, là, et à 40 ans, tu te dis, bon, tu sais, est-ce que j'ai fait magicien, est-ce que j'ai bien fait ou pas? C'est pas forcément facile tout le temps, là, ça va Il y pas a des toujours gens être qui, bien il y a fait. des gens qui veulent la Rolex à 30 ans, et il y en a d'autres qui veulent bosser avec Copperfield. Ouais, c'est ça, donc, ouais, bosser avec Copperfield, là, on est en train de travailler sur un truc, là, mais donc ça c'est cool là d'être dans les bon, après on n'est pas intime, hein, faut pas arriver non plus, mais quand je suis à Vegas, je passe le voir, on discute magie, donc c'est quand même agréable pour l'ego. Tu vois, quand j'ai un nouveau truc que j'invente, je lui envoie. Enfin, c'est assez agréable, ouais, de ça, Copperfield. J'ai la même chose, je suis même un peu plus proche de David Blaine. Euh, Mhm. où là c'est pareil, c'est assez hallucinant parce que moi David Blaine, sa vidéo, je pense que c'est 98 où c'est que j'ai vu ça. Euh, à l'époque c'était très difficile d'avoir les vidéos, c'est Dominique Duvivier qui avait fait une soirée magie où on voyait plein de vidéos chez lui. Et il y avait dans les quelques vidéos, il y en a une qui venait de sortir et c'était Leonardo DiCaprio présente son pote magicien David Blaine. Et j'ai vu ce mec-là qui avait 19 ans, qui faisait de la magie dans la rue, qui faisait sa fameuse lévitation, là, qui était augmentée avec des effets spéciaux. Et, euh, et puis il faisait tout le répertoire des Defectors, là, des mecs qui a créé les 4 F, donc pièce dans la bouche, enfin qu'il a refait pendant des années, tu vois. Mais c'était assez fou. Et c'est sûr devenir là, on est un peu plus potes, voilà. Et puis nos deux filles, sa fille est à Paris, parce qu'il a été avec une mannequin française, Mhm. Guy Nochet, elle s'appelle. Et donc ils ont une fille, et donc elle vit à Paris, puis il revient régulièrement à Paris, puis
comme on a le même genre de gamine là, les gamines s'entendent bien, donc quand elles se voient, elles passent un peu de temps ensemble. Enfin, ça, c'est assez fou dans ma tête, tu vois. De dire que ma fille traîne avec la fille de David Blaine, c'est une impossibilité. Ouais. Euh, Presque que ta fille a une vie un peu plus stylée que la tienne, tu sais. C'est ouais, le papa cool. ouais, si on pouvait revenir dans le temps où, tu vois, j'ai 20 ans et je vois David Blaine à la télévision et qu'on me dirait un jour tu auras une fille et puis lui et puis mec il est à New York, il y a pas à Il n'y a part le pas de fait que je fais de la débat. magie, mais c'est normalement pas possible sur le papier. Donc Ouais. bon voilà. Mais bon ça je suis fier d'être ouais David là, on a fait un jeu de cartes ensemble et tout. Je lui ai pondu des tours pour ses émissions de télé. Quelques-unes là, j'ai inventé des choses. Euh, j'ai inventé 2008-2013. Alors j'en ai inventé plein, mais il y en a qui sont pas restés qui ont été coupés parce que ils tournent genre 2 heures d'émission et puis ils en gardent qu'1 heure. Bien sûr. Mais qui sont restés, qui sont devenus cultes via les fameuses croix dans la main, Mhm. qui a été depuis repompé par 1001 personnes en effaçant mon nom tout doucement. Donc le plus connu et le plus pratique, c'est Double Cross. Ouais, bien sûr. C'est moi qui ai inventé ça hein, pour David. Et puis j'ai 80% de 85% de la méthode qui reste la même. Et puis Watermark avec la marque de l'eau, et puis un truc avec les stylos friction aussi, avec la chaleur qu'on avait fait sur un poster, et puis d'autres trucs, là, une carte déchirée mais qui a pas fait qui a pas finalisé les émissions, et puis un truc sur carte pensée qui fait en Presta. Enfin bon, voilà, ça c'est assez cool. Euh, Après, je dirais dans les highlights, Talafisme. Moi, j'y étais un peu les mains dans les poches parce que je voulais pas. Enfin, moi, je suis pas fan des concours Mhm. parce que je trouve que noter de l'art c'est difficile. Ouais. Donc, j'ai jamais été pour les concours. Donc, j'y étais, mais moi, ma seule condition c'était de le faire en invention parce qu'en invention, il n'y a pas de. Parce que pour moi, Dali, Picasso, moi j'aime beaucoup Dali. Après, qui est le meilleur? C'est Dali ou c'est Picasso? C'est difficile, tu vois. Parce Mhm. que voilà, les Beatles ou Police. Alors, bon, les Beatles, évidemment, ceux qui ont tout inventé, mais en même temps, qui sont les meilleurs. Si tu veux, il y a un côté malsain de dire les meilleurs en Oui, artistique, parce oui, que c'est une, euh, c'est un rapport que tu as avec l'art, hein. Tu peux détester. Moi, je déteste Miro, mais je reconnais que tu vois, les gens qui aiment Miro, c'est pas nul non plus, tu oui. vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis vraiment contre les concours. Un des moyens de faire des concours avec de la magie, pour moi, ça serait de faire comme le patinage artistique. C'est ce qu'ils ont trouvé pour le patinage artistique. Tu peux pas, c'est de l'art. Bah, ils ont trouvé avec des figures imposées, avec un certain nombre de techniques, et puis tu Ah. mets des notes, et puis tu as un programme libre, et après tu fais une moyenne des deux. Donc Oui, parce qu'en pour fait, moi, là, c'est de la subjectivité qui pour juge. moi, exactement. Sans compter que dans les juges, pour y avoir été plusieurs fois dans les FISM, ils sont quand même pas tous compétents. Alors, ils sont compétents dans chacun de leur corps de métier, mais il y a des fois des gens qui font pas de magie qui sont là. T'as des gens qui sont du milieu du théâtre. Oui, mais enfin, en même temps, c'est un concours de magie. Donc, si le gars il arrive avec, et c'est arrivé avec plein de gens, hein, Leonard Green qui arrive et qui pensait qu'il y avait un jeu truqué. Oui, oui. Si tu veux, voilà, moi mon spread veille, ils ont dit oh bah bah. Euh, il y a un ou deux magiciens que je tairai le nom, ils sont plus là, mais en même temps, ils ont dit, oh bah, c'est le truc de Boris. Et Boris, j'ai eu la chance, Boris était dans les juges. Et on se connaissait bien avec Boris. Euh, et le gars, il dit, j'explique, je passe une demi-heure à expliquer mon truc de Spreadwave, qui est un truc compliqué, où il y a, je sais pas si vous l'avez vu, là, celui que j'ai fait chez Penn Teller. Oui. Et globalement, les cartes, elles sont écrites de partout. T'as l'impression de voir un jeu blanc, mais elles sont écrites de partout, et puis tu te débrouilles pour faire apparaître le nom de la carte. Et il y a deux magiciens qui font, bon bah, Boris, c'est comme ton truc, finalement. Là, moi, je viens passer 20 minutes à leur expliquer. Et à part le fait que tu fais un ruban et que c'est écrit sur la tranche, et Ouais, ouais. qui est pas, c'est Boris Wall qui l'a popularisé. C'est pas lui qui a inventé le concept de ça, parce qu'on a inventé plus tôt, Il l'a fait sur plus le avant. Triceratops. Alors, c'est Ouais, ça. ouais, sur le ruban. Mais c'est lui qui l'a popularisé. Ça a été clairement le premier à le faire dans le monde entier et gagner son prix FISM avec. Mais Boris, il fait un éventail et il fait changer l'écriture en retournant le ruban, ce qui est magnifique. Mais tout d'un coup, que ces deux magiciens, qui étaient des magiciens assez renommés, suffisamment pour être juges de la FISM, euh, après 20 minutes d'explication, disent bon bah c'est comme ton truc. Je dis, ah, mais en fait vous avez rien compris quoi. Hmm. Voilà. Et j'avais la chance, il y avait donc Boris Wall qui était dedans et il y avait Bob Swalding qui était là aussi. Bob Swalding, pour ceux qui connaissent pas bien, c'est un gars qui a inventé bon, il a inventé plein de choses là. Ça a été un des premiers à vraiment vendre des flaps qui étaient des cartes flaps qui étaient très très bien fichues. Et, euh, et c'est lui qui a fait, qui a inventé,
qui a modernisé la flipper coin. Mhm. Parce que c'est lui le premier qui a fait des flipper coins avec des aimants. Mhm. C'est ce fameux tour où vous avez une flipper, une pièce normale aimantée, vous faites semblant, vous l'ouvrez et vous le mettez sous le foulard, elle se colle, et puis vous prenez à travers le foulard, il y en a une qui traverse, et la flipper qui fait un saut périlleux et qui se refait en une. Qui a C'est donné Bob la Swallow pièce à qui a roulé travers ça. le t-shirt là. C'est ça. Ouais. Mhm. Et puis c'est lui qui a modernisé la flipper et qui l'a rendu magnifique. Enfin, bon, voilà. Et donc, ces deux personnes-là, et heureusement que Boris était pour certaines personnes des juges euh, bah, la plus haute autorité en ce qui concerne le ruban, là, se sont battus en disant ben non, ça n'a rien à voir, et il y a un intérêt, et le fait que tu puisses le faire avec ces 52 cartes, c'est quand même assez révolutionnaire. Et voilà, s'ils n'avaient pas été dans les 20 juges ou les 15 juges, j'aurais pas eu le prix, hein. Mhm. Parce que ça serait resté, bon bah c'est comme Boris. Ouais, mais tu vois, donc c'est pour ça que moi je suis pas fan des concours. Mais pour moi, invention, ça me paraissait plutôt clair, parce qu'on voit l'invention, on regarde l'explication, on dit oui ou on dit non. Et en fait, c'est pas le cas. Donc c'est même juste l'invention, c'est quand même compliqué. Donc voilà, mais bon, je suis fier d'avoir quand même eu mon prix FISP, parce que j'ai eu le prix en catégorie invention, donc Bien, voilà, ça permet quand même de le franchement. rajouter, tu vois, en disant bon. Et puis ça correspond bien aussi, encore une fois, à ce côté de création, créateur, inventeur qui est quand même ce que je kiffe, tu vois. Bien sûr. Euh, Après, j'ai envie de dire Tenyo. Ouais, Pour tout à Tenyo, là, fait. c'est aussi un rêve de gosse, là, parce que moi, je les ai achetés quand j'ai commencé la magie en disant ah, putain, les mécanismes, les machins et tout. Et aujourd'hui, j'en ai sorti. Alors, il y en a qui sont pas sortis en France, mais j'ai dû en sortir 4 5 un truc comme ça. Bien. C'est bien. Ouais, ça cause. Mais ça, Je ça crois fait que de la devant moi, il y a juste maîtrise, le ça. bord Fiddler en termes de quantité là. Et après, bon, il y a tous les gens de Tenyo là, Hiroshi Kondo, Sato. Enfin, il y a des génies là-bas. Kondo, il est à la retraite, mais Sato, il est encore chez eux. Donc eux, voilà, mais eux, ils sont salariés de Tenyo. Mais pour des gens qui travaillaient pas chez Tenyo, il y a évidemment moi, mon héros, Lubor Fiedler, qu'on a sorti beaucoup plus. Et je Hmm. crois que juste après Lubor Fiedler, la personne qu'on a eu le plus sélectionnée chez Tenyo, c'est moi. Donc je suis très très fier, hein. Je continue de toute façon tous les ans. On est en contact. Là, cette année, il n'y en aura pas à moi, parce qu'ils ont pas eu, il y a un problème de paquet, qu'ils n'ont pas eu à temps et tout. Mais je leur ai envoyé une dizaine encore. Donc on verra pour les prochaines. Il y est, on verra, on ne sait pas, tu vois. Mais il y a un truc qui leur plaît beaucoup, 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 que s'ils avaient eu à temps, ils auraient mis dans le badge de cette année. Donc peut-être que ça sera le cas pour l'année prochaine, donc septembre-octobre 2025. Ouais. Hmm. Parce que ça, mais en fait, Tenio, ça fait Madeleine de Proust à mort, quoi. Que je travaille avec eux ou que ça existe? Non, que tu travailles avec eux. Enfin, non, mais Ah, que je travaille avec eux? tu vois, Bah le, écoute, le- le Tenio, fait de travailler avec eux par rapport à l'écho que ça fait dans le. Tu vois. oui, moi, Tenio, ils m'ont approché à la FISM de la Haye en 2003. C'est la première fois que je les ai rencontrés. Et je les ai rencontrés, et j'ai rencontré Marc Educati aussi, absolument génial, Marc Educati, quelqu'un qui a inventé le livre qui fait de la magie tout seul, là. Hmm. Et puis plein d'autres jeux de magie dans le monde. Et il se trouve que je leur ai montré ce que j'avais dans les mains, mais j'avais pas préparé rien. Et je leur ai montré Stars, qui est mon truc avec pareil, un effet que j'ai inventé là, avec une carte qui était trouée. Quand tu mettais une lumière au travers, tu avais des points qui s'animaient, et puis ça faisait une carte. Puis ça faisait trois cartes en fait. Voilà, puis ça apparaissait. Qui a été pareil, inspiré, voire copié, un peu les deux, ça dépend des musiciens. Et, euh, et c'était très compliqué pour eux de voir ça sur une carte à jouer. Donc tous les ans, je leur ai proposé, à chaque fois en essayant de leur demander ce qui allait pas. Mais bon, c'est des Japonais, donc c'est très 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 compliqué d'avoir un Hmm. retour réel quand ils aiment pas quelque chose. Parce que au Japon, tu dis pas non, c'est grossier de dire non. Hmm. Donc imagine toi de dealer avec des producteurs, et puis tu leur donnes des tours, et puis ils en veulent pas parce qu'ils ont leurs raisons. Toi, tu aimerais bien avoir les raisons, parce que ça te permettrait éventuellement de te rapprocher, toi, de ce qui va pas, pour m'améliorer, et puis dans le but que ça vous plaise. Mais comme ils veulent pas dire non parce que c'est grossier, c'est très très compliqué. Donc voilà, mais tu vois, ça a dû sortir il y a peut-être 7 ans. Hmm. 7 ans, ouais, 2000 2018-2019, là, ils l'ont fait, au final, on l'a fait sur une carte postale. Mais tu vois, ça a mis 15 ans entre le moment où je leur ai Ouais. montré et je me suis battu pendant 15 ans pour essayer de trouver un moyen pour que ça fonctionne. J'aimerais beaucoup qu'on aborde ce qui, je pense, est le sujet principal dans tout ça, à Ouais, savoir la créativité. ouais.
Toi, tu as commencé à prendre des cours de créativité avec Dominique Duvivier. Oui. Déjà, à quoi ça ressemble un cours de créativité? Enfin, c'est très étrange. Euh, et surtout, toi, quels sont tes process aujourd'hui? Parce que tu as sorti trop de trucs pour ne pas avoir de process. Enfin, je suppose il y a quand même euh, une ligne directrice qui se dégage dans la création de différentes choses. Alors, on va les faire dans l'ordre. Mm. Donc, moi, je suis arrivé devant Dominique, je faisais de la magie depuis 2 ans, 2, 3 ans. Alors, moi, je le savais pas, mais en fait, techniquement, j'étais très doué. Ok. Mais je m'en rendais pas compte. Et la raison pour laquelle j'étais très doué, c'est pas parce que je suis plus doué que les autres là. Il y a deux raisons. La première, c'est que bah, je passais 20 heures par jour à travailler mes cartes et c'est devenu ma vie. Mais l'autre raison que je me suis rendu compte bien plus tard, qui m'a beaucoup servi, c'est que j'avais 10 ans de piano, enfin 8 ans de piano. Et ça, je m'en suis pas rendu compte. Ce n'est que bien plus tard, quand j'ai donné des cours à des élèves, Mm. que je leur disais, bah, vous faites le comptage GMC, vous mettez votre petit doigt là et trucs, et ils y arrivaient pas. Et moi, ça me rendait fou parce que je comprenais pas, vu que moi, j'avais pas eu les difficultés. Ouais. Parce que moi, on me montrait les techniques, ok, je le montrais, je travaillais 2 heures, et puis je l'avais, si tu veux. Après, je le répétais comme un connard parce que je faisais ça mes journées, tu vois, j'avais des ampoules. Moi, j'ai vraiment eu des ampoules au bout des doigts et du sang sur les doigts à force de faire des mots. Donc, Mm. acharné, limite psychopathe. Mais donc ça a aidé. Mais en même temps, comme j'avais une petite décennie de piano, bah, j'ai pas eu de difficulté. Donc j'ai tout assimilé très très vite. Et avec la quantité de travail que j'ai fourni, j'ai eu tout très vite là. Très très vite. Mm. J'étais passionné, donc ça aide. Donc quand je suis arrivé, moi, devant Dominique, moi je l'avais vu en vidéo, donc j'avais quelques vidéos de lui, puis j'avais aussi eu la vidéo de Bernard Bliss. C'était les deux vidéos qui existaient à l'époque, là, quand même. On n'avait pas vraiment accès aux vidéos américaines. Michael Lamar, il existait déjà, mais c'était compliqué. Il fallait un magnétoscope NTSC. Enfin, c'était tout d'un coup tout un bordel pour avoir accès aux vidéos américaines. Et puis, il fallait les importer. Fallait appeler par téléphone. Fallait parler en anglais. Fallait laisser ta carte bleue. Enfin, c'était tout un système aujourd'hui qui nous écoute, ils vont se dire, mais comment ça? Mais voilà, quoi. Moi, j'ai demandé à mes parents un fax à Noël, comme cadeau d'anniversaire, comme cadeau de Noël, pour pouvoir faire mes commandes chez Ampli. Tu vois, on en était là, hein. Donc, c'est quand même, tu vois, voilà, quoi, Il y a une traversée. et même l'accès à l'information. Moi, à trouver des boutiques. C'était impossible de savoir des boutiques. Ah, il y a des boutiques de magie. Mais enfin, moi, de passer devant, en France, il y en avait 4. Elles n'étaient pas dans les pages jaunes parce qu'il fallait avoir au moins 5 boutiques pour être dans les pages jaunes. Donc, il fallait connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. T'avais quoi? T'avais Maillette, t'avais Il y Magie, avait Il y avait Mayette, il y avait Georges Proust, le musée de la magie. attention, Il y avait. Arnaquer. Ouais, il y avait Ornecker, mais il n'était pas à Paris, Ornecker. Il était à Strasbourg. Il y avait Paris Magique et Mayette Proust, Paris Magique. Et non, comme Paris Magique, c'est arrivé après. Donc il y en avait trois. Hmm. Uniquement trois. Et je veux dire, tu passes pas devant par hasard, quoi. Alors Ouais. Mayette, bon, elle est place Maubert, tu peux passer devant, mais vu que c'est un sens unique la rue, bon, il n'y a pas de raison, quoi. Voilà. Proust, c'est une petite rue, donc en gros, tu passes pas devant. Et puis Paris Magique, c'était en sud de Paris, impossible de trouver. En plus, la première fois que Paris Magique, moi j'y étais, c'était en sous-sol, dans une galerie commerciale, c'était une petite boutique, enfin, impossible, quoi. Hmm. Donc, non, non, il fallait connaître quelqu'un qui connaisse quelqu'un, tu vois. Et entre, tu vois, le moment où j'ai entendu parler de Ankli, qui était pour moi, j'avais pas accès aux boutiques américaines. Justement, je raconte l'histoire dans le nouveau tour qu'on sort avec Gareth, c'est rigolo là. Euh, je peux la raconter là, c'est une anecdote intéressante. Donc, enfin, j'ai eu l'accès du nom de la boutique et de l'adresse. Entre le moment où j'ai eu le nom de la boutique et de l'adresse, c'était à Boston. Bah, il m'a fallu 6 mois pour avoir le catalogue. Bah oui, parce que j'ai pas le téléphone. J'ai la rue, mais c'était une rue ou un truc mon père avait vu comme ça là passer. Il fallait trouver quelqu'un qui va à Boston, qui revienne, qui confirme l'adresse. Après, il fallait renvoyer quelqu'un qui achète le. Enfin, c'est quand même très compliqué là. On est dans une époque où tout est très compliqué. Ouais. Et l'accès à l'information, c'est ça le secret. Donc, attends, je voudrais juste répondre à la question.
Ouais, les vidéos. Donc j'avais les vidéos de Bernard Billy, puis on reviendra sur Boston après. Donc Bernard Billy, c'est de Dominique. Et puis moi j'ai aimé le style de Duvivier. Là, ça me faisait rire. Ses blagues, ses techniques, ses effets qui étaient moins conventionnels. Là, il y a des gens qui détestent, d'autres qui aiment, mais ce qu'on disait un peu avant que j'enregistre, là, c'est de l'art. Donc personne, comme dirait mon ami Benoît Campana, personne n'a tort ou raison. Il y a que des gens qui croient ce qu'ils disent, tu vois. Et en Mm. fait, l'art, c'est ça. Tu peux être devant un tableau et détester, et quelqu'un à côté trouve ça absolument magnifique, et il y a personne qui a raison. Voilà. Donc, moi, de ces deux-là, j'ai aimé le style qu'avait Dominique. Donc, c'est vrai que j'ai mangé ses vidéos, j'ai travaillé toutes ses techniques, et puis je l'ai croisé. Pareil, avec une histoire assez hallucinante de hasard, là, qui fonctionne bien. Et puis quand on s'est croisés, je lui ai posé des questions, et puis après je lui ai dit, ah, vous donnez plus de cours, et puis il m'a dit, bah, vous êtes le genre de personne à qui je donne des cours, je donne des cours à des magiciens triés sur le volet, souvent des professionnels, plus du tout aux amateurs, mais vous correspondez à quelqu'un où ça m'intéresserait de vous donner des Mm. cours. Voilà. Et quand je suis arrivé, et ça c'est le feeling qu'il a eu là, parce que moi j'avais jamais rien inventé, et on a discuté pendant peut-être deux sessions de 1 heure ou deux, et moi, ce qui me plaisait, c'était quand même comment il avait inventé les tours. Pourquoi? J'aimais ça, j'avais jamais rien inventé, mais c'est ça qui me plaisait. Et je Mm. pense qu'il a senti ça avec les questions que je lui posais. Et donc, il m'a mis comme ça, en me disant, bah, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que, montre-moi un tour que tu aimes bien. Et puis, il a commencé à me dire, dans les tours que je lui montrais, qui n'étaient pas de moi, hein, ce qui allait pas. Et puis il a essayé de m'indiquer ouais, ce qui allait pas. Et puis après, j'avais une semaine pour changer les trucs qui allaient pas, pour en faire, d'après lui, d'après sa vision de la magie, vu que c'était mon prof, quelque chose qui est plus cohérent, plus fort, etc. Et ça a été très très vite, parce que la semaine d'après, je suis arrivé déjà avec un concept qu'on n'avait jamais vu, qui s'appelait transfert, qui marchait avec des calcomanies que tu retirais, et donc tu faisais une carte signée, qui était un 3 de carreau, et à la fin tu la rendais, elle était blanche sur la face. Mm. Donc c'est juste le déclic, si tu veux. Voilà. Donc, D'accord. mais globalement, en cours de création, ouais, moi j'en donne, hein, c'est essayer parce que tu peux pas donner les solutions aux gens qui viennent te voir, parce que sinon c'est plus leur création, c'est les tiennes. Donc c'est plus essayer de les aiguiller sur un chemin, et je dirais mettre en avant les problématiques. Et encore une fois, c'est les problématiques par rapport à ma vision des choses, hein. Si vous demandez à Mm. David Stone, qui est un copain, vous allez le voir, et puis bon, il va dire que il n'est pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit. Donc c'est aussi ça qui est intéressant quand tu vas voir des magiciens. Et puis ensuite, expliquer pourquoi ça fonctionne pas, d'après moi. Et puis après, l'élève va essayer, si ça lui parle ce que tu es en train de raconter, de solutionner la problématique pour trouver et puis inventer donc ça. Voilà. Donc c'est un peu ça que Donc en c'est ça fait, que ça marche. il te fait partir de toi. Ah oui, j'ai aucune solution. Dominique, il m'a jamais rien expliqué. Et rien. Même ses tours, il me faisait des tours, il me les expliquait pas. C'est une des raisons pour laquelle je me suis décalé, hein, les horaires. Les seuls tours qu'il m'expliquait, c'est quand on tournait des vidéos, toutes les vidéos qu'il a sorties, Étoile de la magie et tout. J'étais invité sur les tournages, on me voit d'ailleurs sur quelques de ces vidéos là. Et là, je voyais en exclusivité des tours des fois qu'il m'avait fait, et je voyais des explications. Donc j'avais les explications des tours avant que les vidéos sortent, tu vois, c'était cool. Mm. Mais il m'a jamais rien expliqué de technique, de secret. Tu vois. Il m'a Ouais. juste donné des axes de travail et des problématiques pour me faire réfléchir moi, ce qui était plutôt intelligent, parce que c'est sûr que ça m'a moi donné une gymnastique. Alors je l'avais déjà de toute façon, parce que je pense que c'est ça qu'il a vu. J'ai toujours aimé comment ça marchait, les choses, tu vois. Euh, Moi j'avais 6 ans que je voulais faire un livre sur les astuces de la vie de tous les jours. Ouais, Et tu t'es je fait notais. doubler par Fabien Olicard, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, je me souviens de ça. Donc, c'est quand même un esprit, je pense, que tu as, tu vois, tu le vois sur les gamins. Mm. Euh, donc ça, c'est un cours de création. Ta deuxième question, c'était C'était pour savoir quels sont, toi, tes process de création. les process. Alors, les process, en fait, non, c'est pas si structuré que ça. Euh, j'ai fait du reverse engineering, comme disent les Américains, Mm. donc pour partir à l'envers, pour pouvoir en faire des conférences pour les professionnels, les entreprises, sur la créativité et la résolution de problèmes, pour justement retracer une structure.
mais elle est théorique pour les entreprises, mais en live, elle n'est pas du tout comme ça. Elle est complètement inconsciente, elle est complètement empirique. Et, euh, et en fait, moi, je suis pour rien. Ça tombe comme ça, quoi. Moi, je vois un truc, et puis je dis, bah, je le ferai. Non, c'est un peu ça. Je dis, je le ferai pas comme ça. Tu vois. Ou tout d'un coup, je joue avec une carte, je la déchire, et puis elle se déchire bizarrement, et je dis, oh la vache! Mais là, on pourrait faire quelque chose. Mais là, moi, j'y suis pour rien. C'est-à-dire que voilà, mais c'est surtout c'est mon cerveau que j'ai mis en place des raisonnements et des systèmes de pensée qui fait qu'il va réfléchir tout seul à des process qui fait. C'est aussi le danger quand on me montre un tour. C'est quand on me montre un tour, moi j'adore me faire bluffer parce que comme j'invente des tours, ça va très très vite. Quand on me montre un tour, même si je veux pas essayer de comprendre quand on me montre un tour, mais tu poses ton jeu de cartes, si tu l'as posé, que tu l'as égalisé avant et que c'est pas cohérent, c'est des informations qui s'enregistrent tout de suite Hmm. contre mon gré. Donc ça va aller très vite. Et quand on me montre un tour, alors je me fais bluffer encore plein de fois, c'est cool, mais c'est pas si souvent que ça parce que comme je suis concepteur de méthode, bah, au fur et à mesure que tu me montres là, je la vois arriver la méthode, tu sais. Hmm. Donc voilà. Donc non, il n'y a pas vraiment de. Après il y a des astuces à mettre en place, mais il n'y a pas une manière de faire pour inventer un tour de magie. Ouais, parce qu'on dit souvent que puis c'est peut-être un peu cliché, mais en même temps c'est très certainement la vérité vraie, que la créativité c'est un muscle qui se travaille de plus en plus, et en fait tu te fais matrixer toi-même par Oui, l'esprit derrière, en c'est fait. un peu ça. Il y a Gaëtan Bloom qui avait dit dans une interview en 95 chez Jean-Luc Delarue, ça se discute. Ils avaient fait une spéciale ça se discute magie, il y avait tout le monde. Et il y avait Gaëtan qui avait dit bah, quand on est magicien, on est magicien tout le temps en fait. Parce que justement, Jean-Luc Delarue lui avait posé la question sur comment on fait pour inventer. Et il dit bah, moi je me pose des questions tout le temps. Je vais au marché, j'achète mes fruits, je suis tout le temps en mode qu'est-ce qu'on peut en faire de la magie? Est-ce qu'on pourrait en faire un tour? Et en faisant ça, bah, il y a un moment, oui, ça devient même trop parce que moi j'ai plus de tours notés que je pourrais jamais sortir de ma vie. Hmm. Et je pourrais pas. Alors, il y en a qui sont finalisés, il y en a qui sont pas finalisés, mais je peux pas. Donc je suis même pas obligé. Alors je le fais par plaisir, je continue. Mais le côté, il y a une période où je me mettais devant. Bah, quand je prenais des cours avec Dominique, là, j'avais un certain nombre d'heures dans la semaine où je me mettais devant une feuille blanche et je réfléchissais à des effets. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hmm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis après, j'essayais de les solutionner. Donc voilà, ce que je fais plus du tout maintenant. J'en ai trop et puis j'ai plus cette approche-là. J'en ai d'autres. Tu vois. Ouais. Mais je peux le refaire. Et parce que tu vois, tu disais que là tu étais en presta à midi. Ouais. Mais toi, en fait, donc, tu as cette double casquette de prestations telles qu'on peut Oui, oui. l'imaginer, Close-up, ouais, ouais. événementielles, voilà. Et puis l'autre casquette qui est créateur pour des magiciens. Euh, Quelle est la partie, toi, qui te fait le plus triper? Ah, je pense que créateur. Alors, créateur, pas pour les magiciens. Moi, j'ai jamais été créateur pour les magiciens. Je suis devenu par logique, mais moi, je suis créateur pour moi. J'ai jamais voulu créer pour quelqu'un d'autre. J'ai toujours créé pour moi à l'origine. Ouais, mais Tous quand... les tours que j'ai inventés, c'est peut-être une différence, et puis c'est aussi pour ça que j'ai des tours qui marchent et puis d'autres qui marchent moins, mais moi, j'ai jamais inventé des tours pour les vendre. J'ai inventé des tours pour moi, et puis bah, comme je vendais des tours et puis qu'il y avait une demande, bah, je regardais les tours et puis je disais, ouais, tiens, celui-là, je l'aime bien, je vais le sortir. Tu vois, mais j'ai jamais inventé un tour en vue de le commercialiser. Ça n'a jamais été mon but premier. Donc je suis inventeur. Je pense que ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'inventer des effets. Après, tu peux pas inventer des effets si tu n'es pas en performance. Moi, je pense que c'est une erreur. Et il y a quand même quelques créateurs qui ne font que de la création. Mm. Si t'es pas devant un vrai public, tu peux pas. Ton jugement, il est forcément faussé. Alors, tu le performes devant des magiciens, ouais, mais à performer que devant des magiciens, ton jugement, il est quand même faussé. Alors, si tu bluffes les magiciens, c'est bien, mais il faut se méfier parce que quand tu réfléchis que pour les magiciens, euh, tu vas perdre le fil bah, des solutions que tu peux avoir ou mettre en place pour les spectateurs. Mm. C'est aussi pour ça que moi, quand j'invente pas pour les magiciens. Alors, j'ai un système de raisonnement qui fait que, en général, ça bluffe aussi les magiciens. Et moi, mes tours, ils n'ont pas été inventés pour des magiciens, pour bluffer les magiciens. Tous mes tours, que ce soit le spread wave, TNR, tous ces trucs qui bluffent les magiciens quand ils le voient, je les ai pas inventés dans le but de bluffer les magiciens. Je les ai inventés dans le but de faire l'effet pour le public. Et comme
j'aime bien avoir des méthodes qui sont nouvelles ou complexes pour être sûr qu'on comprenne pas. En général, ça bluffe les magiciens. Et puis j'ai une manière de réfléchir qui est un peu particulière. Mais c'est pas des tours qui sont inventés pour bluffer les magiciens. C'est des tours qui sont inventés pour le public. Et il se trouve que ces tours-là, à cause de leur méthode, bluffent aussi les magiciens. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier ou à l'occulter jusqu'à un certain point. Parce que nous, sur le marché, eh ben, effectivement, on voit tes créas, et puis on voit ton passage à Full House, et puis on voit voilà, différentes choses, quand tu bosses avec Blaine, quand tu bosses avec Copperfield, Theory 11, tous ces trucs-là. Et en fait, on en oublie presque bah, que t'es juste, bah, que t'es magicien professionnel, quoi. Oui, Que, oui. que Ah tu... oui, moi je fais des prestats, voilà. J'ai toujours voulu faire les deux, de toute façon, ça c'est toujours été le plan. Il se trouve que entre ouais, 2008 et 2020, juste avant le Covid, euh, j'ai monté deux boîtes, là, une boîte pour faire de la magie digitale sur les iPads. Là, on a inventé des apps avec mon pote Romain Erard. Et puis j'avais une boîte pour vendre des tours de magie et des prestats. Et le problème, c'est que créer des tours, ça demande tellement de temps, Hmm. parce que moi je fais tout seul. Donc j'ai appris à tout faire. Alors bon, ça me dérange pas parce que j'aime ça et puis c'est inspirant pour la création parce que c'est une des astuces pour inventer, c'est d'avoir, savoir un peu tout faire et d'avoir une culture multitâche, pluridisciplinaire. Hmm. Et, euh, et c'est sûr que bah, j'ai appris à faire du design, j'ai fait des, euh, des masterclass de design, j'ai appris à me servir de tous les outils qu'on a aujourd'hui de digital. J'ai aussi appris à faire de l'authoring, comment compresser les DVD. Enfin, j'avais toute cette casquette-là là, qui n'existe plus aujourd'hui, mais que j'ai appris à faire des sites internet. Et effectivement, à l'époque, HTML, j'ai appris à écrire en HTML parce qu'à l'époque, on n'avait pas les programmes qu'on a aujourd'hui. Donc, ça demandait une énergie folle et le marché de la magie étant un marché de niche, bah, ça me prenait beaucoup plus de temps, donc j'étais arrivé à 90-10 quoi, en proportion, Hmm. alors que mon but ça a toujours été de faire 50-50. Et donc aujourd'hui, je suis en train depuis le Covid là, ça se renverse. Je suis en train de faire 70-30 et puis j'aimerais inverser et faire plus 90% de presta et 10% de vente. Tu ne fais que des créas à toi en presta, je suppose. Tu fais... Non, 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 non. Ah, non, 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 non. Je fais des choses qui me plaisent. Je fais évidemment des choses. C'est encore une fois les créas à moi, elles existent parce que j'avais une problématique que j'aimais pas faire les trucs des autres ou c'est des variantes, mais ça ne devient même plus des variantes. Donc non, non, mais ça m'arrive de faire. Après, je suis très, 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 très ami avec Gareth Thomas. Donc on s'est échangé des tours. Donc j'ai des trucs à lui là que je fais quand même pas mal. Et puis on a passé tellement d'heures ensemble, moi, j'ai passé tellement d'heures à le filmer, à étudier tous ces mouvements aux US quand on travaille ensemble. J'ai des dizaines d'heures de lui en train de bouger, faire ces moves-là, décomposer. On a travaillé beaucoup, donc c'est vrai que. Et puis j'aime beaucoup, beaucoup son travail. Hmm. Donc je pense qu'en close-up, c'est le meilleur du monde, moi, Gareth. Si on Ah devait, ouais? c'est compliqué comme. Ouais, je pense que. Alors après, il faut définir ce que c'est qu'un magicien, mais je pense que si on devait résumer magicien à prendre un objet et faire quelque chose d'impossible avec, euh, je pense que le meilleur du monde, c'est Gareth Thomas. Ouais. Ok, bah, bon, alors évidemment, moi j'ai le produit que les gens connaissent le plus. Alors il a deux produits, il a plein de produits, mais il en a deux qui sont particulièrement sortis du lot et qu'on entend beaucoup. Il y a son Bento, Oui, son Monty, et puis son The Ring Thing, hein, le oui. bag qui est génial. Moi je laisse ce truc de bag, enfin je le travaille beaucoup. Euh, je trouve que c'est génial, et puis c'est vrai que je connais pas son côté worker. Quelles sont les qualités que tu lui trouves pour dire aujourd'hui que tu penses que c'est l'un des meilleurs du monde? Euh, Bah, c'est que. Alors, il fait. Bon, il est bon en tout, il fait des cartes et des pièces. Euh, Après, quand il vous fait quelque chose, et ça tu peux le demander à tous les gens qui l'ont rencontré en vrai, parce que ce qu'il publie, c'est un peu comme moi, ce qu'on publie, bah, on le publie, des fois il y a des bons trucs, des fois il y a des trucs qui sont moins bons, enfin si tu veux, c'est que des tours qui sont publiés. Après, voir Gareth travailler en live, là, c'est assez extraordinaire. Hmm. Il fait des choses qui sont, d'abord il fait des choses, alors, ça, les gens ne savent pas, mais il fait des choses qui sont assez incroyables, techniquement très difficiles. Mais quand il fait des moves, tu ne les sens pas. Et c'est extraordinairement magique. Il va te prendre quatre cartes, il va te les retourner sur la table, il va te les retourner trois fois de suite, elles vont changer trois fois de suite. T'as aucune idée de comment ça marche.
Hmm. Alors oui, il y a que lui au monde qui peut faire ça parce qu'il échange 3 fois devant toi. Donc tu le vois pas. Il le fait quasiment entouré. Il gère les angles, il se débrouille. Après, Garrett, il est 5 soirs par semaine dans des bars aux États-Unis. Sa vie, c'est de faire de la magie dans des bars et dans des restos. Moi, je travaille avec lui quand je suis aux États-Unis dans les bars. Je fais de la magie aussi là-bas. Et il fait ça depuis 30 ans. Hmm. Donc en 30 ans, tu es dans des bars tous les midis, et tous les soirs, parce que des fois il en fait deux, tous les jours, Hmm. eh ben, tu deviens doué là. Voilà. Après, ouais, ce qu'il fait, c'est incompréhensible et extrêmement magique. Et c'est un des rares magiciens où tu peux le voir 10 fois là. Tu te lâches jamais. C'est Hmm. assez incroyable ce qu'il fait. Mais c'est très, 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 très magique. C'est quoi pour toi quelque chose de magique? Enfin, je veux dire, tu vois, pas Un tour dans... de magie, c'est un truc, c'est un moment où que tu peux pas expliquer. C'est quelque chose c'est une impossibilité. Le problème, c'est que si je te fais disparaître une pièce en faisant semblant de là, tu vas, surtout si t'es magicien, tu vas quand même sentir que il y a eu un topic, qu'il y a eu un move, surtout quand t'es magicien. Bien sûr. Arrête, tu sens quasiment rien. Hmm. Comme il travaille avec très peu d'objets truqués, et c'est là où c'est la difficulté qu'il y a en plus, et c'est pour ça aussi qu'on sent moins, c'est que c'est très 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 technique. Et en même temps, c'est très bluffant parce que il y a pas de trucage, tu vois. Et puis comme il fait des mouvements parfaitement, en plus quand il utilise une pièce truquée et qu'il te la change, tu sens pas qu'il l'a changé, donc c'est très agaçant, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, je Donc comprends. voilà, mais moi je ne peux que vous encourager à le voir en vrai, mais pas sur son stand, à le voir en off et lui Hmm. demander de vous faire un ou deux tours. Euh, voilà, et puis il a la philosophie derrière, il a tout le process. Alors ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on s'apprécie beaucoup, c'est qu'on a le même but, mais on y va avec des chemins différents. Moi, je suis plus sur des mécanismes ou des trucages, et puis lui, il est plus sur de la technique. Mais on va au même endroit, donc c'est sûr que quand on est ensemble, là, on travaille, on invente très très vite, parce que ça fait du ping-pong très très vite. Et puis, Hmm. voilà, et puis là, on a un truc qui va sortir avec un jeu, une espèce un genre de brainwave. C'est pas brainwave, c'est une carte pensée qui devient particulière. Qui sort, ça, c'est ce dont on parlait avant l'interview, c'est Oui, ça? ça sort cet automne. Ou c'est, voilà, ok. C'est un jeu de cartes truqué complet qui sortira et qu'on a tourné là il y a 3 semaines à Sacramento. Voilà, mais il y a 2 heures d'explication. Après, je, Hmm. je- je pourrais expliquer les faits en 5 minutes, mais on a mis tellement de possibilités différentes que je pense que la vidéo d'explication va faire 2 heures, parce que tu as genre 20 trucs possibles que tu peux faire avec. Hmm. Tu es, j'ai l'impression que tu es très proche de l'Amérique quand même dans ton travail de manière générale. Mais tu l'es parce que de facto ben, tu as, des projets là-bas et que voilà. Mais est-ce que même dans la façon de penser la magie, Euh, tu t'identifies à quoi? Est-ce que tu te rapproches plus de l'école américaine du coup? Est-ce que c'est quoi? Tu te diriges vers quelque chose d'anglais, quelque chose d'espagnol? Tu vois, je sais pas si on peut mettre ça dans une case, mais C'est compliqué parce qu'encore une fois, c'est une approche artistique. Alors j'ai un ADN qui est lié aux gens que j'ai rencontrés, donc forcément, il y a quand même une manière de penser qui est proche à Dominique Duvivier, parce que quand on regarde son travail avec ses cartes et son approche avec ses cartes particulières, avec ses photos sur ses cartes, c'est quand même des choses que moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, même si j'en ai pas publié. C'est utiliser la carte de manière particulière. Euh, Dominique Duvivier, il avait quand on avait des conférenciers qui venaient, il disait que c'était un peu Gaëtan Bloom avec des cartes. Tu vois. Mes tours de magie. Euh, Après, moi j'ai beaucoup aimé le travail de Polaris, hmm, parce que Polaris, il a utilisé la carte en termes d'objet et puis pour ce que c'est. Donc il avait le jeu qui était collé, tous les tours que j'ai inventés sur le jeu qui diminue d'épaisseur, que j'ai fait, que je faisais dans ma conférence il y a 20 ans là, avant que ça revienne à la mode. C'est des effets que j'ai inventés parce que j'avais vu le travail de Polaris qui utilisait les cartes pour des bouts de carton. Et puis l'étui pour le carton, il les déchirait, il les maltraitait parce que il faisait de la magie avec ça. Voilà. Après, je suis un fan absolu de Lubor Fiedler que j'ai rencontré malheureusement qu'une seule fois. On s'est rencontrés sur la fin de sa vie. Puis après, moi, j'ai eu mes émissions au Canada, donc on a pu plus se voir, mais il voulait qu'on se revoie. Bon, je l'ai loupé là, Lubor. Je m'en veux beaucoup. Après, c'est la vie qui fait que ça, parce que j'ai pas pu le rencontrer avant, tu vois, mais Lubor pour moi est un, euh,
peut-être un des meilleurs créateurs au monde, voire le meilleur créateur, parce que la force de Lubor Fiedler, alors c'est pareil, on le connaît que par rapport à Tenyo, et puis il y a une vidéo, et puis il y a un livre. Mais, et puis il a un bouquin en allemand aussi, mais qui est sorti un peu en petite quantité. Euh, mais la force de Lubor, c'est qu'il va t'inventer un truc avec un bout de caoutchouc, et puis après, il va t'inventer un truc avec de l'évaporation, et puis après, il va t'inventer un truc avec un laser, et puis après, il va t'inventer un truc avec un bout d'autocollant. Et à chaque fois, c'est des méthodes qui n'ont rien à voir. Alors, Hmm. c'était un ingénieur de formation, là, c'était clairement un génie. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans le travail de Lubor, c'est la polyvalence là, de ces méthodes, qui sont tout azimut. Hmm. Ça, c'est vraiment incroyable. Et ça, pour moi, ça résume vraiment la création, hein. C'est d'avoir des compétences dans le maximum de domaines possibles pour pouvoir aller chercher où il faut. Ça peut être que de la communication et donc moi j'ai suivi avec Benoît les cours de PNL parce que tu peux te débrouiller, oui effectivement avec la PNL à faire un tour et puis ouais PNL et magie, ouais. Et hypnose PNL et magie, très bien, bon livre, bon choix. Donc, on y est, on fait la pub. Donc ça c'est ouais des choses voilà mais enfin moi je suis pas accroché à une méthode, c'est aussi pour ça que des fois j'ai des tours et moi je suis un peu déçu parce que les magiciens passent à côté, mais ça m'est arrivé deux trois fois de sortir des tours pour les magiciens où quand ils passent devant mon stand ils comprennent la méthode et ils me l'achetaient pas Ouais, parce qu'ils ont parce envie de se faire bluffer eux. qu'ils ont envie de se faire bluffer eux. Le problème c'est que c'est cool de se faire bluffer, moi le premier, hein, mais c'est pas le propos. Alors effectivement tu peux t'acheter un jouet parce que t'es bluffé, bien sûr, mais c'est pas parce que l'important, enfin, faut pas perdre de vue, ce que je disais tout à l'heure en perte de vue là, faut pas perdre de vue que le but là, c'est pas de bluffer les magiciens. Ton but à toi de magicien, c'est de bluffer des spectateurs. Donc Hmm. si l'effet il est intéressant pour les spectateurs, c'est dommage de passer à côté, je pense. Hmm. Donc voilà. Euh, je peux revenir sur, j'avais dit que je reviendrais dessus, donc je vais revenir sur la rencontre avec Duvivier. Enfin, comment j'ai été amené à le croiser, parce qu'elle est rigolote. Donc moi je fais je découvre la magie parce que Bernard Bélis il passe à De Chavannes dans l'émission Coucou c'est nous à 19h et je le vois et donc moi j'ai eu ma boîte de magie mais ça m'a pas plus que ça, tu vois, je m'en souviens, c'était une boîte Mickey, je me souviens même de un ou deux tours, notamment de mettre du scotch sur un ballon pour pouvoir passer une aiguille, tu vois, je me souviens de ça, mais un truc avec des disques là qui avaient des trous au milieu de différentes tailles, mais ça m'avait pas plus que ça. Et puis c'est en voyant Bernard à la télé que ça m'attaque le vécu là de voir ces cartes qui changent dans ses mains. Donc Hmm. je le suis pas, mais le hasard fait que je tombe une ou deux fois devant, suffisamment pour que j'en parle à mon père et que je lui dise ah il y a un magicien, c'est assez incroyable, tu vois, voilà. Je me rappelle le hasard a fait qu'on avait enregistré un de ces passages et où ils apparaissent un grand foulard et que j'ai dû passer 3 heures à remettre en boucle la vidéo pour comprendre d'où venait ce foulard. Et au bout de 3 heures, je me suis rendu compte qu'il avait un doigt en plus. J'étais content, tu vois, et j'avais pas envie de faire de magie là. C'était juste déjà cette envie de savoir comment ça marche Hmm. et voilà. Et donc voilà. Et puis on va faire des courses à la Fnac avant de partir en vacances. Et puis on passe dans les rangs. Et moi j'ai un peu de sous pour mon anniversaire. J'ai, on est en 93, donc j'ai 15 ans. Tu vois. Et mon père me rattrape par l'épaule, me tire, je dis ouais, en disant qu'est-ce que tu fais là? Il me dit mais regarde, cette vidéo, Magie des cartes, Bernard, c'est pas le gars tu te parlais? Je dis oh ouais, et là je dis bah on met dans le sac. Parce que je viens d'avoir 300 francs pour mon anniversaire, tu vois. Sinon, à un autre moment, je la prends pas parce que je m'en fous un peu. Enfin, ça m'intéresse, mais en même temps, voilà. Donc voilà, je travaille ça comme un fou et mon père me dit, moi j'avais un prof, mon père est prof de sport, et moi j'avais un prof qui faisait de la magie au lycée. En physique, il nous faisait des tours de magie à la fin, il s'appelait Carré il nous faisait des tours. C'est fou. Et puis le prof est parti à la retraite, tu penses forcément, mon père il était élève. Alors mon père a eu la chance d'être dans le même lycée que où il était élève. Mais le prof il est parti à la retraite. Et puis un jour, le hasard, et c'est, tu vois, donc ça se passe quand j'ai la vidéo de Bernard, c'est août, non, c'est juillet, début juillet. En septembre, mon père va au lycée à la journée de pré-rentrée. Il était prof de sport, il est prof de sport, enfin, il était il est à la retraite maintenant. Et il croise son ancien prof de physique. Qui dit, ah, mon fils, il fait de la magie, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il lui donne l'adresse des trois boutiques. C'est fou, c'est Donc, génial. le hasard de fou. Et donc, c'est là que je vais aux boutiques, tu vois.
Je fais les trois boutiques le même jour. Bon, il y a Louis Desmatos qui est là parce qu'il fait aussi la boutique, donc on se croise dans les trois boutiques, ce qui est rigolo. Mais je sais pas qui c'est, Louis Desmatos à l'époque. Je lui ai d'ailleurs dit il y a pas si longtemps, ça l'a fait beaucoup marrer. Parce qu'on se croise et du coup on se fait des eye contact, tu vois. Au bout de la troisième boutique, là, tu te dis bon, tu vois. Et puis là, c'est là que j'ai commencé à acheter les vidéos du Vivier en septembre parce que ça me plaisait. Je Je suis suis... fou. Ouais, Ouais. t'as ta caméra qui est devenue floue. C'est Ouais. bon. Donc voilà. Je travaille comme un forcené, tourne les vidéos de Dominique, j'en achète une à Noël, une à mon anniversaire. Et ensuite, j'espère un jour pouvoir le croiser, tu vois, voilà. Et puis il y a le Mayette Days, qui était un congrès qu'il a organisé où il y avait Max Maven, Larry Jennings, Derek Dingle, euh, Gary Kurtz qui a fait pour la première fois son numéro de mentalisme. Il n'avait jamais fait de mentalisme avant. C'est la première fois qu'il a demandé à Dominique, il a dit ah, est-ce que tu crois que je pourrais faire du mentalisme? Il dit bah, si tu veux. C'est la première fois qu'il faisait ça. Kaufman, Bloom. Des- euh, une brochette de débutants, quoi. ouais, ouais, c'était assez incroyable. Et là, moi, je suis là, cette journée-là, et je fais plein de photos. Et je fais notamment une photo de Max Maven et Gaëtan Bloom, juste à la où ils sont tous les deux à côté, là, que j'ai là, je pourrais montrer, tu pourrais la mettre en. Ouais. Et puis, euh, et puis, euh, et puis c'est tout. Je fais plein de photos. Je me jette sur le carton de Max qui m'a dédicacé, où il finit son show en dessinant un chapeau qu'il avait deviné, quelqu'un avait dessiné un château qui me prend un chapeau du j'ai le carton, il est dans mes affaires. Et en 95. Et c'est tout. Et puis il y a un congrès qui se pas un congrès, une soirée de magie qui se fait tous les mois qui s'appelle les Amis de la Magie, rue Ordener dans le nord de Paris. Et c'est Pierre Jacques, un pickpocket magicien, qui organise ça. Et tous les mois, il invite un magicien et puis on peut manger avec lui. Et après, moyennant quelques, quelques euros, 10 euros, 8 euros, je sais plus exactement là, on peut passer 3 heures et puis il passe un peu de table en table. C'est une session, tu vois. Et on n'est pas beaucoup. Et et euh, et il y en a une avec Gaëtan. Et j'arrive avec Gaëtan et je lui montre mon album de photos du Mayday. Et là, il voit la photo et il dit je la veux en double, j'en veux une pour moi et une pour j'en veux une pour moi et une pour Max. Donc je dis bah oui, bah, je vais vous les faire. Tu vois. Mhm. Comment on fait, comment on se voit? Bah, il me dit bah tu m'appelles. Je dis ah bon, je vous appelle, mais c'est une star, Gaëtan. Bon, il me donne son numéro. On n'avait pas de portable à l'époque, donc il me donne son 01, tu vois. Mhm. Euh, et puis bah, je fais les douches, je l'appelle, il me dit bah viens me voir après le Crazy Horse, on ira manger et tout, et puis on va manger, et puis finalement il me fait rentrer, là j'ai 18, ouais, j'ai 18 ans là, forcément ça avance un peu longtemps, 18 ans, 19 ans, et puis il me fait rentrer un peu avec mon père chez mon père, il me fait rentrer au Crazy sur la fin pour qu'on voit son spectacle, en milieu de spectacle, on reste au bar, on voit, c'est cool, et puis à la fin on va discuter, il me dit ouais on va discuter après, et puis on ressort du Crazy, on va discuter, donc là il est genre 2 heures du matin, et puis on parle de magie. Et puis mon père il dit ah bah vous auriez pas un conseil à donner à un petit jeune? Et il dit oui. Et il dit apprends à parler anglais et apprends à parler espagnol. Enfin, il dit mais vous conseil technique. Il dit non, il t'apprend à parler anglais parce que t'es obligé d'apprendre l'anglais si tu veux apprendre la magie. Et puis l'école espagnole est incroyable. Alors, moi je suis à moitié espagnol donc je parlais déjà espagnol, donc ça m'a donné des avantages. Mais c'était intéressant je trouve comme conseil là. Ouais, ouais. Qui est temps. Et puis il me dit ah c'est quoi tes magiciens que t'aimes bien? Bah je dis moi j'adore le travail de Dominique Duvivier. Il me dit on va l'appeler. Là je regarde ma montre, il est 2 heures du matin et je dis mais non. Et puis il dit non mais il se couche jamais il se couche jamais avant très tard, là, on l'appelle. Il appelle et il me le passe. Et puis bah, là, moi, je suis super impressionné. Et puis je dis bah oui quoi Et puis j'aimerais bien qu'on j'ai dit voilà j'aime ce que vous faites, j'aimerais bien vous rencontrer. J'ai plein de questions voilà. Et puis il me dit bah ok on se rencontre on se voit en septembre si tu veux et puis on prend rendez-vous un mercredi à Mayette tu viens et puis on voit. Donc c'est ça tu vois. C'est génial. C'est vrai c'est je trouve ça rigolo là le hasard le fait que mon père croise son prof de physique c'est tu vois, voilà. Alors après même s'il n'y a pas tout ça, tu sais, moi je crois beaucoup au karma et puis à la destinée, donc je serais probablement devenu magicien, mais c'est quand même plein de hasards intéressants, tu vois. Hmm. Et puis un autre truc que je dis là, c'est l'autre anecdote sur comment j'ai eu l'accès à la boutique américaine, d'Ancli. Et c'est un peu pareil, c'est qu'on est en Espagne, donc moi j'ai de la famille en Espagne, et on va à la boutique de magie parce que finalement, on a des amis qui disent ah oui mais je crois qu'il y a une boutique de magie qui est San Mateo là, donc on va à la boutique, puis on rentre dedans et puis
On voit un peu la dame là qui était une vendeuse. Et puis mon père il baragouine un peu espagnol, il dit ah un petit magicien, il aime bien Ascanio, il name drop les, tu vois, Ascanio Tamaris quoi, les deux noms que Ouais. je crois Bernard disait dans sa vidéo. Mais moi je commence la magie là, on est avant même que je rencontre Dominique, tu vois. Hmm. J'ai un an de magie derrière moi. Et il dit oh Arturo de Ascanio, je veux l'appeler Arturo. Et là pareil elle l'appelle. Et là, j'ai même pas encore rencontré Dominique. Je suis vraiment débutant, quoi. Je sais faire les bases, parce que je vais rencontrer Dominique peut-être quelques mois après. Tu vois. Oui, ça va être ça. Et donc, depuis 2 ans, je fais de la magie comme un abruti. Et, et comme un forcené. Et donc, on va voir. Il me donne rendez-vous. Donc là, j'y vais. Moi, je parle espagnol, mais pas aussi bien. Donc, ma mère m'accompagne, parce que ma mère, elle parle mieux espagnol que moi à l'époque. Et puis, on arrive chez Arturo de Ascanio, qui était avocat, qui ouvre. Et là, j'ai une session privée avec Ascanio, quoi. Tu vois, pendant 4 heures. Alors ça a débloqué deux choses. D'abord, il fait de la magie. Il cite des vers du 19e. Ma mère, elle dit, ah putain, c'est ça la magie. Ouais, c'est intéressant. Parce que ma mère, elle trouvait que la magie, tu vois, c'était un peu léger. Enfin, quand Ascanio, il fait de la magie, ouais, là, c'est intéressant. Euh, et puis il me fait Los Dias Negros. Et puis il me montre ses mouvements Ascanio. Il me dédicace, on fait la photo. Enfin bon, voilà quoi. Là où c'est dommage, c'est que c'est sûr que je l'aurais rencontré ne serait-ce que 2 ans après, ça aurait pas été la même discussion, tu vois. Ouais. Mais bon, j'ai le souvenir, j'ai la photo, j'ai le moment, j'ai Ascanio qui m'a corrigé en me mettant les doigts pour pouvoir faire ces étalements-là, comme ça, c'est où t'as les cartes là, où tu fais son truc et puis voilà, je l'ai vu. Donc c'était quand même assez cool. Et puis après, je file à la SAI, qui est le congrès de pas le congrès, la réunion de magiciens de Madrid, et ils font des réunions toutes les semaines, pareil, des sessions. Et puis il y a des conférences et tout. Et puis on va à la session, et puis bah, j'y vais à Cascadio. C'est quand même, j'arrive à la session, T'as accompagné. petit jeune. Ouais, non, mais tu vois, je m'en rendais pas compte. Je savais qu'Ascanio c'était un des noms qui était important, puis qu'il avait inventé le comptage Ascanio, mais je me rendais pas compte, tu vois, la chance que j'avais. Bien sûr. Et puis bon, Ascanio repart, il y a une conférence sur les pièces d'un pièceoman que je me souviens même plus. Et puis un magicien Flagarlo qui était doué, qui avait expliqué les bases des pièces. Et on arrive et ça se finit. Et mon père vient me rechercher. Et là, il y a un stand avec un monsieur assez âgé. Et il vend des tours. Et il y a un tour notamment, et c'est là que tu vois que tout est lié, quoi. Il y a un tour notamment avec des cartes sur lesquelles sont collés des espèces d'autocollants stickers miroirs. Et mon père il dit mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et le gars il dit ah je sais pas, c'est à mon fils. Mais il y a eu un accident. Et voilà, faut venir à la maison, je vous dirai. Voilà. On prend du coup rendez-vous avec ce monsieur et on va chez lui. Et là, en fait, le garçon que j'ai le nom qui me revient pas là, mais ça va revenir. Je vais vous trouver en 2 secondes pendant que je vous parle. Et donc on arrive et donc le garçon en fait il a eu un accident. Il a eu un accident euh, cérébral, je crois. Et puis du coup bah il peut plus faire de magie là, il est handicapé et donc il vend son matériel. Et là le père là, donc on lui achète des tours, mais il a le catalogue. Il a un énorme catalogue qui est comme un bottin. Et là, on a eu... Et mon père, il mémorise l'adresse qu'il a écrit, et c'est Ankly Magic Factory à Boston. Hmm. Donc on lui achète ses tours. Alors le garçon, je vais vous le retrouver, le nom c'est lui qui a inventé la catapulte. Maria Monedas Catapulte, qui est un move qui a été popularisé par un autre magicien là, mais c'est pas... bah, putain, je vais pas le C'est retrouver. marrant parce que tu vois, c'était quand? C'était hier soir, j'étais à la conférence de Luis Olmedo à Besançon et il nous a montré le mouvement de la catapulte avec des pièces. Oui, Euh, voilà là, que je vais ouais, vous trouver, mais j'ai un trou là. Manadas, un truc comme ça, non, c'est pas ça? Non, 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 c'est. Ah, c'est nul. Ça Maria, arrive. Monedas Catapult. Si je mets juste ça, Catapult, Mago. Mais tu sais quoi, je le rajouterai en post-prod. Ouais, ouais, j'ai plus son nom là. Mais voilà, et donc il a inventé ce truc-là, là, qui est donc qui a été publié par un autre magicien espagnol, là, parce que moi quand je l'ai rencontré, mais il ne pouvait plus le faire. Ça, c'est Qui est un mouvement assez incroyable où tu jettes, et ça te permet de faire notamment les pièces dans le verre. Tu as le verre qui est là, tu fais semblant de la ramasser, tu la lapes,
et t'as la pièce qui est là, et en fait, c'est un espèce de hang chain où tu vas Ouais. acheter celle-là à la place de là, mais tu vas la lancer, mais tu peux le faire, les gens sont assis, tu peux le faire devant eux, t'envoies de là, et là. Bon, c'est un mouvement qui est assez incroyable. Et donc mon père ressort, et on monte dans le taxi, il dit, waouh, donne-moi un papier, un crayon. Pourquoi? Il dit, tais-toi, donne-moi un papier, un crayon. Et il note Magic Factory et l'adresse de Boston. Tu vois. C'est Euh, dingue. Et j'ai acheté donc là quelques tours qui me faisaient d'occasion, notamment le jeu de Marc de Souza sur Alice au Pays des Merveilles, Mhm. qui est un tour inspiré du livre Alice au Pays des Merveilles. Et ça, c'est ce qui m'a probablement permis de faire ma première conférence aux États-Unis, parce que j'ai Marc de Souza qui est venu à Paris, et, euh, et du coup, je lui ai fait plein de tours. Et il me dit, oh, je vais t'en faire un. Et moi, je me souvenais plus que c'était Marc de Souza, mais je le faisais le tour. Et il sort son jeu de cartes, et il retourne sur le jeu de cartes, et il y a un 3 de carreau. Et là, je lui dis, je sais ce que vous allez faire. Il me dit, c'est impossible. Je dis, si, si, je sais ce que vous allez faire. Et il m'a fait son truc. Moi, je lui ai montré les moves que j'avais fait parce que j'avais travaillé un peu, j'avais changé des moves, là, parce que c'est des trucs qui me correspondaient plus. Et puis, c'est Marc de Souza qui m'a engagé pour faire ma première tournée aux États-Unis de 30 dates, là, en 2003. C'est Euh, génial. mais ouais, ce qui est intéressant quand tu regardes, c'est des rencontres qui t'amènent à une autre rencontre. Tu croises quelqu'un, c'est un peu le hasard. C'est assez fou quand tu regardes parce que ça joue à pas grand-chose. Après, Mhm. je reste persuadé que euh, tu vois, c'est quand même, t'es attiré par ça, donc j'aurais fait magicien même si j'avais pas, tu vois, si mon père avait pas croisé son prof, j'aurais quand même été magicien probablement. Ça Comment? aurait mis plus de temps, mais je pense qu'il y a un moment, quand ça devient à ce point-là dans ma vie, je sais plus que ça, euh, c'est inévitable. Donc c'est pour ça. Mais c'est agréable de voir la suite de petits détails qui font que tout d'un coup, tu as des raccourcis où il y a des choses qui s'accélèrent, et puis ouais, des rencontres qu'on Mhm. font d'autres, et les hasards, là, comme ça, c'est quand même assez cool. Et genre, en lisant ta bio, moi, j'étais pas au courant, je savais pas du tout, et je l'ai appris en lisant. Tu fais donc partie des 11 magiciens Ouais, théoriquement, je suis un des 11. Hein, derrière personne ne Théorie sait. 11. Mais je savais pas. Enfin, alors, pour te dire, pour moi, c'était vraiment juste une marque comme ça. Je savais même pas qu'il y avait 11 magiciens derrière Théorie 11, tu vois. Donc, je pars vraiment de la base. Est-ce que tu peux nous en parler un Ouais, peu? ouais, bien sûr, Comment ça s'est bien fait? sûr. Euh, alors en fait, je suis approché par Illusionniste. À une époque où Illusionniste, ils viennent de faire les Black Tiger, là, ils ont vendu 50 000 jeux en 48 heures. C'était du jamais vu, et c'était inattendu pour tout le monde. Et et il y a un mec qui s'appelle Jonathan Bain qui me contacte, et qui est moi je le sais pas, mais qui est le numéro 2 de Illusionniste. Et il me dit, on aimerait des tours de toi là pour vendre chez Illusionniste. Et je dis ok, je vais réfléchir, voilà. Et puis je le recontacte genre 2 semaines après pour lui dire, bon, j'ai fait un listing, je vais vous montrer des trucs. Parce que moi, je prends mes tiroirs et puis je regarde un peu là. Mm. J'ai quelques tiroirs avec pas mal de tours. Alors pas tous finalisés, pas tous, mais enfin j'en ai quand même quelques centaines. Donc, donc je lui envoie un mail, et le mail rebondit et revient, et il est plus utilisé. Je dis, putain, c'est bizarre ça. Et en fait, le mec me recontacte 2 semaines après en disant, écoute, euh, moi je pars d'illusionniste, et je vais monter autre chose. J'aimerais bien que t'en fasses partie. Je dis, bah, oh, oh. C'est moi, c'était toi que j'avais en contact chez Illusionniste, pourquoi pas, quoi. Il dit, ouais, Illusionniste, je suis pas très content de la manière dont il traite les auteurs, c'est pas super clean. Bon, voilà. Donc, voilà. Et puis, bah, il monte Théorie 11. Et Théorie 11, c'est 11 magiciens dans le monde. Donc, et je pense que je suis le seul français, c'est sûr, mais je pense que j'étais le seul européen. Le reste, c'est des américains. Et oui, donc je suis un des 11 de Théorie 11. Ouais. Et du coup, tu mets le site, parce que le site est encore actif aujourd'hui. Ah oui, alors ils vendent beaucoup de cartes maintenant, ils ont un peu arrêté. Bah, ils font encore un peu de magie, mais le fer de lance aujourd'hui, là, Les et c'est cartes, là d'accord. ce que je trouve un Mais petit peu triste pour des gens comme nous, c'est que bah, ils vendent des jeux de cartes, donc c'est bien les jeux de cartes. Après, Jonathan Bain a créé un marché, parce qu'il n'existait pas le marché, c'est lui qui a créé le marché du jeu de cartes de collection. Moi, ça m'arrive maintenant sur des prestats où je sors mon jeu de cartes, et il y a des gens qui disent, ah, c'est quoi? Bon, bah, Icicle, tu vois, des mandolines.
vu que c'est Gareth qui les a dessinés, moi je les trouve bien là. Et puis, mais des riders aussi, voilà, bon, j'ai plus de 2000 jeux à la maison, mais je les prends pas pour les prestats. Hmm. Euh, à la maison, tu vois, ou pour des soirées, mais pas pour de la presta ordinaire. Et j'ai souvent des clients qui me disent ah ouais, moi j'en ai, et puis j'ai aussi tel jeu, tel jeu, tel jeu. Je dis, vous êtes magicien? Il me dit non, non, mais je collectionne les jeux de cartes. Donc Jonathan Bain a créé ce marché-là, Hmm. et aujourd'hui Théorie 11 vend des millions de jeux de cartes dans le monde entier. Ils sont vendus à Walmart. C'est pharaonique, pharaonique. Mais du coup, la société, elle est devenue un peu comme Tenio. Hein. Tenio, c'est pas une boîte de magie. Hein. Tenio, c'est une entreprise qui vend des puzzles. Ouais. Elle vend 92% de ses parts de marché, son argent, son chiffre d'affaires, c'est du puzzle. Hmm. Il garde la magie parce que historiquement c'était un magicien, Tenyo, et c'est ça qui a créé l'entreprise. Mais c'est comme Nintendo. Nintendo, c'est des vendeurs de cartes, hein, Ouais. d'origine. Euh, Moi j'en ai un jeu de cartes Nintendo. Ça se trouve encore un peu sur eBay, tu vois. Mais Théorion, c'est ça. Donc ils gardent un peu, mais ils font plus que la vente de jeux de cartes. Toi, t'es plus impliqué dans Théorie 11 aujourd'hui, si, non? Alors si si on a des trucs, mais le problème de Théorion, c'est que comme moi j'ai 6 ou 7 tours dans leur tiroir, Hmm. mais je sais pas quand est-ce que ça va sortir. J'ai pas les commandes sur la production, donc voilà. Et, Ouais. et, et la- Ils ont tellement de projets en route, et les projets importants, c'est les jeux de cartes. Que bah voilà, de toute façon ils ont fait les jeux de cartes avec les Oscars, ils font les jeux de cartes avec Star Wars, avec Stranger Things. C'est devenu de la folie. Donc la magie c'est un peu en dilettante, et puis c'est quand ils ont le temps, et puis voilà. Écoute, ça fait 1h01 et 25 secondes que cette interview a commencé. Oui, J'aime la terminer avec des questions plus courtes. allons-y. Et voilà. Euh, Demain, un jeune débutant vient te voir en te disant qu'il veut commencer la magie des cartes. Oui. Il ne sait pas vers où aller, vers quel bouquin ou téléchargement ou quoi tu le diriges. Michael Amar. Michael Amar. Oui, parce que euh, bon après les anciennes vidéos, les 2000 de Dominique sont un peu datées. Celle de Bernard Bliss aussi. Hein, Après, les informations, ils sont dessus, hein, parce qu'il y a des Oui. centaines de magiciens qu'on fait avec. Mais euh, je pense que c'est bien de commencer avec quelque chose qui est un peu impersonnel, pour pas trop copier le style, qui est souvent le problème des magiciens quand tu débutes, c'est que tu as envie de faire comme la personne que tu vois, donc tu te retrouves avec des clones. Et c'est arrivé avec plein de magiciens qui ont même pris des cours, et tu te retrouves avec à l'époque moi, où je commençais là, on avait des clones de Valarino, on avait des clones, tous les jeunes qui prenaient des cours avec des magiciens, bah tu voyais, ils avaient la même rythmique, la même manière de parler, les mêmes vannes, et voilà. Alors c'est normal parce que de toute façon quand tu commences, bah tu t'imbibes, mais en même temps, si tu peux éviter, c'est mieux. Et je trouve que Michael Amar, c'est pas trop marqué. On peut pas dire que ce soit un performeur de folie, Michael Amar, tu vois. Donc en même temps, tu apprends les informations comme tu dois les apprendre. C'est extrêmement bien expliqué, extrêmement clair, même si tu parles pas anglais. Et puis il y a surtout 10 ou 12 volumes, donc tu apprends les bases là de manière vraiment intéressante. Donc Hmm. voilà, évitez YouTube. Il y a, il y a qui en France aujourd'hui, dans la génération actuelle, qui te met sur le cul? Il faut définir mettre sur le cul en fait. Qui te, où tu te dis, là, il y a vraiment quelque chose. Là, c'est vraiment de l'art. Là, c'est vraiment très bon. Romain Lalire, Robin, comment? Lalire, La lire. ouais. Romain Lalire, ouais. Très, très, très artistique, là, tout ce qu'il fait. Euh, Moi, c'est ça qui me plaît, hein, c'est l'art, Hmm. la technique. Après, le problème, et c'est souvent, faut pas m'en vouloir, là, bon, après, il y a un peu mon côté neuroatypique qui facilite pas les choses en communication, mais quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me montre un tour, euh, moi, le problème, c'est que je passe environ un mois par an avec Gareth Thomas. Donc, c'est un peu comme si, j'aime bien faire parallèle souvent avec la cuisine, mais c'est un peu comme si ton meilleur pote, c'est le chef Marx, et puis que tu m'invites à bouffer chez toi. Et tu me dis alors, elle était bonne, tu vois, ma dinde là, à ma façon? Oui, c'était bon,
Mais si tu Ouais. veux, ça va être très compliqué. Moi, tous les magiciens qui montrent un tour de... J'ai passé des centaines d'heures avec quelqu'un qui est... Alors, moi, je trouve que c'est le meilleur, mais t'es pas obligé de considérer que c'est le meilleur, mais c'est indéniablement, je pense qu'il n'y a aucun magicien au monde qui te dira qu'il n'est pas dans la liste des 20 meilleurs close-up man du monde. Tu vois, Hmm. c'est pas pour rien s'il a été engagé par David Blaine pour coacher David Blaine pour que David il fasse certaines de ses émissions, certains de ses tours. Enfin bon, donc quand tu es aussi proche de quelqu'un à avoir de la magie de qualité, là, c'est pas quand les petits jeunes ils me montrent des trucs, oui c'est bien, mais enfin on sent tout. Alors j'essaye de d'être encourageant et voilà, mais c'est difficile parce qu'ils me demandent ce que j'en pense vraiment et est-ce qu'on sent pas trop? Bah, si on sent tout, tu vois, par rapport à quelqu'un mais c'est incomparable. Mais c'est non qui me met sur le cul, non, mais artistiquement que je trouve vraiment qu'il y a un mélange entre la magie et l'art, clairement ouais, Romain Lalian ouais, en France. Hmm. Et je me plais à croire que cette série d'interviews doit continuer parce que ça permet à plein de gens de s'exprimer et puis ça laisse une trace plutôt globale dans un paysage complet avec plein de personnalités différentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu pourrais faire un petit message pour moi qui serait intéressant d'avoir sur le format? Stéphane Bourgoin, Stéphane Bourgoin, ok? qui est Je... pareil, hein, moi j'aime bien mettre des superlatifs, mais que j'ai rencontré beaucoup de magiciens. Euh, j'ai rencontré beaucoup de magiciens, certains avec qui je suis très copain là, Michael Weber notamment, mais Michael Weber il est plus difficile là, il a un emploi du temps qui est pas gérable, donc c'est très difficile de l'avoir. Quoi qu'il il se libère un peu maintenant pour être un peu plus proche des magiciens dans les congrès, mais ça reste quand même très compliqué d'avoir Michael Weber. Mais, euh, mais Stéphane Bourgoin est un magicien québécois que moi j'ai découvert quand j'ai vendu mes émissions, mon concept d'émission au Canada, Défi la magie. Où j'étais 2 ans au Canada pour faire les émissions avec Luc Langevin et Stéphane Bourgoin. Et moi, j'ai rencontré Stéphane Bourgoin par ce biais-là. Et Stéphane Bourgoin est un magicien qui, je pense, a le plus de culture magique que j'ai pu rencontrer. Alors après, tu as des gens comme Bill Kalouche qui sont historiens d'une période, tu sais. C'est souvent il y a des spécialistes de période. Gaëtan Bloom qui a une connaissance absolument hallucinante. Mais là où Stéphane est vraiment bluffant, c'est qu'il a une connaissance et de la magie de scène et de la magie de close-up. Ça veut dire que ça fait partie des gens que j'appelle quand j'invente un tour là, et puis il va me dire ah, attends, je te reviens, et puis il revient, oui, oui, page 42, 1965, tel bouquin, parce que chez lui il a plus de 15 000 bouquins et il les a tous lus. Moi j'ai vu sa vidéothèque là, il a des post-it, il les a tous lus. Donc c'est assez hallucinant et il a construit les tours de magie lui-même, c'est un ingénieur de formation avec un vrai diplôme d'ingénieur et il les a construits, il les a fabriqués pour faire apparaître des motos, pour faire des trucs comme ça. Donc il a cette espèce de double connaissance qui est assez rare en général. On est plutôt spécialisé en magie de scène ou en magie. On peut avoir des bases, tu vois. Moi j'ai des bases en magie de scène sur des boîtes, des machins, mais c'est pas ma spécialité. Je suis plus spécialisé en close-up. Stéphane, il est très bon à les deux. Il parle français. Ouais, je te dirais que Stéphane Bourgoin, c'est bien, ce serait bien qu'il soit plus connu là parce qu'il mérite vraiment. C'est un magicien assez incroyable. Bah écoute, avec une joie non dissimulée. Euh, on va doucement mettre fin à cet entretien. C'est pourquoi, si tu as un dernier mot à ajouter ou quelque chose à dire pour terminer, c'est le moment de le faire. Sinon, je mettrai un terme à notre échange. Bah écoute, non, j'espère que au-delà d'inspirer, parce que moi je crois pas, enfin je crois pas trop, tu peux inspirer des magiciens, mais moi j'ai toujours aimé savoir pourquoi, comment j'en étais, enfin les magiciens en étaient arrivés là. Donc si ça peut, oui, pas inspirer, mais montrer le chemin que moi j'ai parcouru, pas pour qu'ils refassent le même forcément, mais que pour qu'ils se disent ah bah ça peut être inspirant pour avoir un chemin en parallèle. Écoute, si ça répond, que ça aide, ou que les gens se disent ah ouais ça s'est passé comme ça peut se passer comme ça pour moi, ou voilà, pourquoi pas. Ça peut tout du moins renseigner. Ouais, c'est ça. Et puis au final, tu vois, c'est Jeff McBride qui l'avait dit à un congrès au Canada, un des premiers que j'ai fait au Canada quand j'étais au Canada. Et je trouvais ça intéressant quand même. On était tous dans la salle et il a demandé aux jeunes là qui venaient pour la première fois. Et il a dit si vous êtes passionné de magie, il dit regardez autour de vous parce que les gens que vous avez autour de vous, c'est les mêmes personnes que vous avez croisées pendant 20 ans. Hmm. Et bah, c'est vrai en fait. Moi, j'ai commencé à la magie en 93. J'ai commencé à rentrer, à rencontrer des gens à partir de 96. Et je crois que c'est les mêmes personnes depuis 96.
Donc c'est que des histoires de rencontres. Et en fait, au final, faut pas perdre de vue que ça. Bon, évidemment, il y a la performance avec les spectateurs et tout, là, c'est super. Mais en fait, l'autre partie des magiciens, là, faut profiter des rencontres que tu as avec des magiciens, avec des gens, parce que finalement, c'est des échanges artistiques. Alors, il y a des magiciens qu'on aime, il y a des magiciens qu'on déteste. Ça, on s'en fout, c'est pas grave. Mais les magiciens avec lesquels vous entendez bien, ou vous sentez que vous avez une affinité artistique particulière, essayez d'aller vers eux, profitez-en parce que c'est des gens que vous allez croiser toute votre vie si vous restez dans le milieu, donc c'est quand même sympa. Et puis c'est agréable l'échange là. Historiquement, les magiciens ils s'échangeaient des tours. Ça s'est un peu perdu depuis qu'on a décidé de vendre des tours, qui était pas forcément une très bonne idée, mais qui veut que c'est la société qui avance comme ça. C'est pas grave. Et puis avec YouTube, mais on peut plus vraiment. Enfin, on s'échange encore des tours à un certain niveau là. Gareth, Weber, nous on s'échange vraiment des tours. Là, vraiment, t'en prends un, j'en prends. Enfin, c'est resté comme ça. Mais avec des magiciens qui sont moins connus, on s'échange pas. Mais il y a l'échange verbal. Et puis moi, je suis toujours intéressé quand on me montre un tour. Et puis on me dit, ah, moi, je fais ça comme ça. Et puis moi, je me dis, ah, bah, moi, je le fais comme ça. Et ça reste intéressant. Donc j'ai envie de dire, n'hésitez pas à aller vers des magiciens que vous sentez que ils ont un peu votre même approche artistique. Et puis d'échanger avec eux. Parce qu'au final, bah, c'est ça qui reste. Hmm. Voilà. Et ben, pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo en voyant le nom de Mathieu et qui ne savent pas qui je suis, je vous le fais très rapidement. Je m'appelle Quentin Métainier, je suis magicien, mentaliste, professionnel, et il n'y a pas d'autre but avec ces échanges que de vous les donner et que d'essayer de vous donner un panel de différentes pensées. C'est purement et rien d'autre que pour l'amour de la magie que j'ai essayé de mettre en place ce format et la chance veut que bah, il y a des jolies personnes qui viennent nous voir. Donc, je t'invite à t'abonner si cet échange t'a plu. Je t'invite à laisser un commentaire. D'ailleurs, si tu as des questions à poser à Mathieu, n'hésite pas, tu peux le faire dans les commentaires de cette vidéo YouTube et Mathieu pourra aller voir directement et puis répondre le cas échéant. Voilà, tous les réseaux de Mathieu sont dans la description, tous les miens le sont aussi, donc vous pouvez aussi aller là-bas. La semaine prochaine, vous allez avoir Tom Wooda qui viendra nous parler de sa magie. Et puis ensuite, il y a encore de très belles choses. Je vous assure que ce n'est pas terminé. Mathieu, merci beaucoup pour ton temps. De Merci rien, c'était un beaucoup plaisir. pour toutes ces anecdotes et cette façon de penser. C'est vraiment un chemin incroyable. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Du coup, on n'a pas trop parlé de création, mais on en a parlé un petit peu quand même. Mais ouais, après la créa, tu sais, il y a pas de recette, donc moi je trouve ça plus intéressant de voir le parcours parce que finalement, si je suis aujourd'hui devant vous, c'est pas parce que j'ai inventé les tours, un petit peu, mais c'est surtout parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont amené jusque-là finalement. Mhm. Au final, c'est ça, c'est le parcours de toi qui a fait où t'en es arrivé. C'est le chemin plus que le but là. On en est vraiment. C'est très classique hein, comme approche, mais c'est vraiment ça. Donc moi je trouve ça pas plus mal qu'on ait parlé de Mhm. pourquoi j'en suis arrivé là, qu'est-ce qui m'a fait en arriver là. Je trouve ça finalement pas plus intéressant que parler de tour de magie. Les tours de magie, vous pouvez les voir sur le site, vous en verrez plein. Tu vois. Mais c'est parfait. C'était très bien. Écoute, Mathieu, je te souhaite du coup, une bonne nuit de travail. Ouais, ouais, je vais descendre boire un coup, me faire un thé, et après je vais remonter, tu vois, et puis je vais me lancer sur ma nuit de travail, tu vois, sur l'ordinateur et mes cartes. Vous, je vous dis à la semaine prochaine. Mathieu, au plaisir de te Au croiser. plaisir de se croiser, ouais. Voilà. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mathieu. Salut!